Donc ça fait longtemps que je voulais faire une conférence un peu plus historique. On a fait beaucoup d'interventions sur le métier de guide, surtout la relation guide-client, le métier de guide aujourd'hui, les différents types de pratiques. Donc je voulais revenir un peu à mes premiers amours et faire une conférence un peu sur l'histoire, et notamment sur l'histoire du Mont Blanc versant Saint-Gervais. Dominique Potard, quand il avait écrit le livre Les enfants du Mont Blanc, il avait dit en plaisantant qu'il pensait connaître l'histoire du Mont Blanc en habitant à Chamonix, et en fait qu'il s'était rendu compte qu'il n'en connaissait que la moitié. Donc c'est un peu dans ce cadre-là de parler des ascensions, du versant plutôt de Saint-Gervais. Donc Bataille pour le Mont Blanc, le titre n'est pas très joyeux, surtout en ce moment. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, c'est Henri Beau, historien, sous-préfet, résistant, qui avait écrit un livre et qui avait appelé son livre « Bataille pour le Mont Blanc ». Et en fait, son livre, justement, mettait en avant les débuts de l'alpinisme et toute cette partie d'histoire du Mont Blanc qu'on ne connaissait pas, versant Saint-Gervais. Alors moi, j'ai repris un peu ce titre et j'ai rajouté un S. Et pourquoi Bataille? Alors déjà parce que le Mont Blanc et l'ascension du Mont Blanc naît aussi d'une rivalité entre Saint-Gervais et Chamonix, une rivalité qui n'a plus lieu aujourd'hui, mais qui a duré quand même bon nombre d'années. Bataille pour le Mont Blanc, parce que c'était une bataille sportive, trouver des nouveaux itinéraires, de nouveaux types de matériel, construire des cabanes pour pouvoir accéder au pied des Fasses, et aussi une bataille entre les différents alpinistes qui vont essayer d'arriver les premiers au sommet. Donc voilà un petit peu. Pour la chronologie, 1775, c'est les premières ascensions, les premières tentatives d'ascension que les chamoniards vont lancer depuis le secteur des Grands Mulets. Et 1855, c'est la réussite et l'ouverture de la voie de Saint-Gervais, du moins officiellement, par les Anglais Charlutson et Kennedy. Donc, comme je vous l'ai dit, les premières tentatives, elles vont partir de Chamonix en fait, et notamment sous l'impulsion des touristes anglais et genevois. Et c'est Horace Bénédicte de Saussure qui, dans les années 1860, va lancer une sorte de concours, une récompense à qui trouvera l'itinéraire pour accéder au sommet du Mont Blanc. Et il va faire plusieurs repérages au niveau du Brévent pour essayer de trouver un cheminement. Tout ça, en fait, est lié au dynamisme de l'alpinisme à Chamonix, avec la découverte de la mer de glace dans les années 1740 par les Anglais. Donc les Anglais, les Genevois vont être un peu les premiers à l'origine de cet engouement pour l'alpinisme à Chamonix, et notamment pour le Mont Blanc. Donc les premières tentatives, on parle vraiment que de l'itinéraire des Grands Mulets, parce qu'effectivement la vallée de Chamonix est beaucoup plus alpine que le Val-Montjoie. Et depuis les Aiguilles Rouges, on a une vue sur les glaciers qui à l'époque étaient très fournis, glacier de Tacona, glacier des Bossons. Et c'est par ces itinéraires que les chamoniards et leurs touristes vont essayer de trouver un cheminement. Donc les premières tentatives en 1775, c'est 3 guides de Chamonix qui vont essayer de grimper jusqu'au Grand Plateau et qui vont s'arrêter à 4000 mètres. En fait, à l'époque, on a beaucoup de mal à se protéger du soleil et le seul moyen sont les grands chapeaux. On n'a pas de lunettes de soleil, et ils vont souffrir de la chaleur et ils vont devoir rebrousser chemin. Un nouvel essai dans les années 1783. Donc une caravane de guides de Chamonix va tenter de remonter les différents plateaux en direction du Mont Blanc. Et ils sont arrêtés parce qu'ils ont le visage brûlé et certains commencent à avoir une difficulté à voir à cause du soleil, par manque de lunettes. Et à leur retour, donc, ils vont conseiller aux suivants de monter avec un parasol et du parfum. Donc un parasol pour se protéger de la chaleur et du parfum parce qu'ils ont du mal à respirer. Ils pensent que ça peut aider à supporter l'altitude. On devrait en donner à nos clients peut-être. Et donc Marc-Théodore Bourry et Michel-Gabriel Paccard, donc un Genevois, un religieux protestant, le chantre de la cathédrale de Genève pour Bourrit,
et le local de l'étape, Michel Gabriel Paccard, docteur en médecine à Chamonix, vont commencer à monter une expédition pour organiser une caravane, pour faire une tentative aussi en 1783, avec 3 autres guides de Chamonix, mais ils vont renoncer, ils ne vont pas partir du village à cause du mauvais temps. Donc pour l'instant, vraiment, on peut voir que les prémices des tentatives d'itinéraire en direction du sommet du Mont Blanc partent de Chamonix, même si déjà à Courmayeur, on réfléchit aussi à un itinéraire, et à Saint-Gervais aussi. Donc celui qui va vraiment mettre en avant ce qu'on appelle aujourd'hui la voie royale, donc pour les personnes qui ne font pas d'alpinisme, la voie royale c'est l'itinéraire donc classique pour le moment, qui part du Nid d'Aigle, donc qui part de Saint-Gervais, et qui chemine par l'aiguille du Goutet, le dôme du Goutet, jusqu'au sommet du Mont Blanc. Et donc cet itinéraire, qui est l'itinéraire Saint-Gervelin, s'oppose à l'itinéraire chamoniard qu'on appelle l'ancien passage, en fait, et qui est un itinéraire qu'aujourd'hui on prend plutôt l'hiver à ski. Avec le recul des glaciers, c'est plus compliqué l'été, et qui chemine par les grands glaciers chamoniards en direction du refuge des Grands Mulets, et ensuite petit plateau, grand plateau pour accéder au sommet du Mont Blanc. Donc cette voie qu'on va appeler par la suite voie royale, qui est l'itinéraire classique de Saint-Gervais, va être découvert par un chamoniard, ce qui est le paradoxe, et pas n'importe quel chamoniard. Donc c'est Michel Gabriel Paccard qui, voyant les difficultés de ses collègues chamoniards à tenter des ascensions depuis Chamonix, se pose la question de savoir si l'itinéraire de l'aiguille du Goutet pourrait être une solution pour accéder au sommet du Mont Blanc. Donc c'est un chamoniard qui découvre l'itinéraire de Saint-Gervais. Donc le 10 septembre 1784, il engage un guide de Saint-Gervais, Jean-Baptiste Jacquet, du hameau de la Villette. Et donc ils vont prospecter pour essayer de grimper cette aiguille du Goutet qui a été oubliée, qui n'a pas été tentée. Mais vous connaissez l'aiguille du Goutet, c'est un amas de cailloux peu stable, entrecoupé de couloirs. À l'époque, il y avait de la neige. Et l'ascension est très très difficile et il renonce à 3600 mètres face aux difficultés. Et donc en redescendant, Jean-Baptiste Jacquet assure Paccard, et à la sortie du couloir du Goutet, Paccard glisse sur une distance assez longue. À l'époque, les guides n'utilisent pas de corde, et il s'arrête in extremis au bord du précipice. Et donc il va graver son nom sur une pierre parce qu'il s'est vraiment fait peur et il a été sauvé par Dieu. Et on n'a jamais retrouvé son graffiti d'ailleurs, peut-être qu'on le retrouvera un jour. Donc tentative échouée de Paccard avec son guide Jacquet sur l'itinéraire de Goutet, mais c'est une première déjà. Rien que le fait de poser la question et d'avoir l'idée de passer par Saint-Gervais, c'est une nouveauté. 7 jours plus tard, donc du coup, les guides de Saint-Gervais, ils ont quand même senti un peu l'affaire venir. Donc ils essayent d'organiser une caravane et ils font donc François Cudet, François Gervais, toujours des guides des hameaux de la Gruve, de la Villette, de tout ce secteur, réussissent l'ascension de l'aiguille du Goutet. Donc non sans mal, mais donc c'est la première ascension de l'aiguille du Goutet en 1784. Ils ne vont pas poursuivre plus loin pour l'instant, mais on sait que cette aiguille peut être vaincue, alors que depuis la vallée, et notamment depuis Bionasset, qui est un petit peu le camp de base des ascensions, elle paraît très raide et très verticale. Donc l'Illuminé au Pierron, c'est le surnom de Marc-Théodore Bourry que Dominique Potard avait donné dans le livre Les Enfants du Mont Blanc, parce que c'est un personnage assez original. Il est passionné du Mont Blanc, et alors il n'a pas les revenus que peuvent avoir ses confrères genevois comme de Saussure. Et lui, il n'a pas non plus la forme physique, et il est passionné du Mont Blanc, et il va organiser plein d'expéditions pour essayer d'arriver le premier au sommet. Il est né en 1732 dans les Cévennes, et en fait c'est un protestant qui a fui un petit peu c'est pas les guerres de religion, mais la pression religieuse de l'époque,
Il s'est réfugié à Genève et il est devenu chantre de la cathédrale de Genève. Et il va se passionner pour l'alpinisme et notamment pour le Mont Blanc, parce que vous savez que de Genève, on a une très belle vue sur le sommet du Mont Blanc. Donc il organise une tentative lui aussi en 1784 depuis Bionasset, mais son ardeur est grande, mais ses capacités sont petites. Et il a une petite forme physique et peu de technique, donc avec ses guides, il échoue au pied du couloir du Goûter. Il a déjà du mal à arriver au rocher de Tête-Rousse. Et c'est là que les guides de Saint-Gervais et de Chamonix s'entendent, notamment François Cuidet et Joseph-Marie Coutet. Et ils vont décider, ils en ont marre de l'attendre, alors ils le laissent au pied du couloir du Goûter. Et eux, ils n'ont pas envie de faire demi-tour. Et ils décident de poursuivre et d'aller plus loin. Et ils vont monter l'aiguille du Goûter, le dôme du Goûter. Ils vont aller jusqu'au rocher Vallot. Et ils vont buter contre cette arête qu'on appelle aujourd'hui l'arête des Bosses. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, on n'a pas de crampons, pas de piolets. Et pour l'époque, c'est un exploit. Et ils vont redescendre de nuit en s'arrêtant à ramasser des cristaux dans l'aiguille du Goûter. Et ils vont raconter à Marc-Théodore Bourrit leur ascension, ce qu'ils ont vu, et que c'est possible d'aller au sommet du Mont Blanc depuis ce versant. Donc si Paccard a découvert l'itinéraire, a eu l'idée de passer par là, c'est grâce au guide de Bourrit les guides de Bourrit ont validé le fait que c'était vraiment possible d'aller au sommet depuis Saint-Gervais. Donc suite à cette tentative, de Saussure entend parler un petit peu de la réussite de Bourrit. Et de Saussure, c'est l'homme du Mont Blanc, hein, c'est lui vraiment qui est passionné et qui a eu le plus grand dynamisme pour essayer d'encourager les guides, les chamoniards notamment, à tenter l'ascension et à trouver un itinéraire. Il est passionné du sommet depuis les années 1760 et pour lui c'est une obsession. C'est un scientifique et donc il espère pouvoir faire des relevés et faire avancer la science. En plus du côté sportif, il y a un côté scientifique à sa démarche. Donc dès 1785, de Saussure, qui était jusqu'alors très présent à Chamonix, s'intéresse au versant de Saint-Gervais, et notamment sur l'impulsion de Bourrit. Et donc ils vont faire une tentative. Donc cette tentative, elle est bien documentée. Et ils s'entourent de guides de Chamonix en premier et de guides de Saint-Gervais qui viennent compléter leur caravane. Donc les guides de Chamonix doivent assurer plutôt le côté technique, l'encadrement, l'assurance des gens, et les guides de Saint-Gervais plutôt le côté itinéraire, donc le cheminement ou passer. Donc ils partent de Bionasset, ils sont logés à Bionasset pour une première nuit, et de Bionasset ils vont grimper le mont Lachat, les Rognes, et ils vont construire vraiment le premier refuge, la première cabane, on va dire, sur l'itinéraire de la voie royale, qui est située à peu près au niveau de la cabane des Rognes actuelle. Bon, le paradoxe, c'est que sur la commune des Ouches, mais ils vont faire une petite cabane en pierre sèche pour passer la nuit. Et là, ils sont rejoints par François Cudet, le guide qui a fait l'ascension de l'aiguille du Goûter l'année précédente et qui va diriger l'expédition. Donc ils partent très tôt et comme je vous ai dit, si de Saussure est un bon alpiniste, Bourrit l'est un petit peu moins. Et donc déjà, la caravane se scinde en deux et Bourrit, qui est accompagné de son fils, ont beaucoup de difficultés à rallier le couloir du Goûter et Tête-Rousse. Ils traversent le couloir. Et dans l'aiguille du Goûter, donc on est sur justement le côté un peu plus technique, c'est Pierre Balmat de Chamonix, le guide, qui va prendre la direction de la caravane, et ils vont gravir à peu près la moitié de l'aiguille du Goûter, je pense jusqu'au niveau des bancs rouges, hein, voire plus donc. Et Pierre Balmat, il y a beaucoup de neige, c'est difficile de faire la trace, et il décide de stopper les voyageurs à un endroit, les abriter. Et il va partir en repérage jusqu'au sommet de l'aiguille du Goûter pour voir si c'est possible de continuer l'expédition. Il redescend et en fait il y a trop de neige,
Donc il prend la décision de faire demi-tour. Et donc les deux alpinistes redescendent avec leurs confrères. Et une tentative, un échec de plus. Et par la suite, en fait, De Saussure et Bourry vont s'envoyer des lettres. Il va y avoir un jeu de ping-pong où chacun va accuser l'autre de l'échec de l'expédition et se renvoyer la balle. Et il y a des très belles lettres de Saussure où il se moque beaucoup de Bourry et de son fils, en fait, qui sont redescendus, portés par les guides, parce qu'ils avaient le mal de l'altitude et ils n'étaient vraiment pas en forme. Donc, on a prouvé, on a eu l'idée de passer par Saint-Gervais, on a prouvé que c'était possible, mais il reste quand même l'itinéraire de Chamonix. Alors, Chamonix ou Saint-Gervais? Donc, quel est l'endroit le plus accessible et le plus rapide? Donc, l'idée, c'est de faire un petit concours, la première compétition alpine, j'ai appelé ça. Donc, en 1786, on décide d'étudier l'itinéraire, donc notamment sous l'impulsion des guides de Chamonix. Et donc on va créer deux caravanes, une caravane qui va partir de Chamonix, une caravane qui va partir de Saint-Gervais, et on va voir l'itinéraire le plus rapide. Quel est l'itinéraire le plus adapté? Donc les deux caravanes partent des différents villages, et la jonction se fait au col du Dôme. Et c'est ce qui avait été décidé. La première caravane qui arrivait au col du Dôme prouvait que l'itinéraire qu'elle avait emprunté était l'itinéraire le plus accessible. Donc c'est la caravane de Chamonix qui arrive en avance, et les Saint-Gervelins arrivent bien plus tard. Et donc une dispute s'ensuit, en fait, parce que donc les Saint-Gervelins pensent avoir fait une pause trop longue, qu'il faudrait prendre en compte, etc. Chacun s'échauffe un peu. Tout le temps se couvre, tout le monde décide de redescendre un peu penaud dans la vallée, sauf un guide qui est Jacques Balmat, qui lui, pas forcément très bien avec les uns, avec ceux de Saint-Gervais et avec ceux de Chamonix. Et il décide, lui, de partir un peu à l'aventure tout seul et d'aller repérer un peu l'itinéraire. Et donc, il va monter jusqu'au pied de l'arête des Bosses, seul. Et il va commencer à grimper l'arête des Bosses. Il raconte qu'il s'est même mis à califourchon sur l'arête des Bosses, mais que c'était trop difficile. Il décide de faire demi-tour. Et là, il est pris par le mauvais temps. Et surtout, la nuit. Et donc, il va s'abriter. Et il va passer une nuit en haute montagne, et c'est le premier bivouac en altitude jamais réalisé. Et pour nous, ça nous paraît un peu désuet de dormir sous une pierre. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dort au Gita Balma, qui existe toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a plein de superstitions sur les montagnes, et personne n'a jamais dormi sur les glaciers ou en haute altitude. Donc ça va un peu décomplexer les habitants des vallées. On va se rendre compte qu'il est possible donc de bivouaquer, et ce qui va réduire de moitié les ascensions. Donc il est en pole position, Jacques Balmat. C'est lui pour l'instant qui a été le plus haut, et c'est lui donc qui va créer l'exploit. Alors je ne vais pas m'étendre longtemps sur ce passage, déjà parce que ça signe l'arrêt de mort de l'itinéraire de Saint-Gervais. Et c'est la victoire des Chamonniards, et c'est surtout un événement qui est très connu dans l'histoire de l'alpinisme. C'est le 7 août 1786, Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard vont créer une cordée et vont arriver les premiers au sommet du Mont Blanc depuis l'itinéraire de Chamonix. Donc c'est l'ouverture de la voie qu'on va appeler par la suite de l'ancien passage, qui est la voie de Chamonix. Donc De Saussure à Genève a eu vent de l'exploit, et il se rend tout de suite à Chamonix. Il engage Jacques Balmat le plus vite possible, et il veut faire la répétition de l'ascension, mais il est retardé pendant presque une année par le mauvais temps, et c'est en 1787 qu'il va faire la deuxième ascension du Mont Blanc, avec une caravane beaucoup plus importante que celle de Jacques Balmat et du docteur Paccard, où il va monter tout un matériel scientifique pour prendre des mesures au sommet du Mont Blanc. Et notamment, il va mesurer le bleu du ciel,
et ce qui est assez original. Et vous savez que la résidence de Tours, c'est le musée des guides, mais c'est aussi une résidence d'artistes. Et on a eu en résidence des artistes qui ont refait l'expérience de Saussure, de mesurer le bleu du ciel. Alors c'est moi qui avais encadré la cordée. Et donc ils sont montés avec toute une palette de bleus pour essayer de retrouver le bleu de Saussure qu'il y avait au sommet du Mont Blanc. C'était assez original avec nos... On avait des grands draps bleus à comparer avec le ciel, ouais, c'était assez sympa. Donc de Saussure a fait des expériences au sommet du Mont Blanc. Et donc cette victoire chamoniarde sur l'ascension va créer un engouement, notamment auprès des Britanniques. Et le refuge des Grands Mulets va devenir le camp de base de l'ascension, construit en 1853, le camp de base des différentes ascensions qui vont débuter. Donc pour Saint-Gervais, c'est un peu la défaite. Les alpinistes désertent Bionasset et la vallée pour se rendre à Chamonix, et l'itinéraire de l'aiguille du Goutet tombe dans l'oubli. Et même les Saint-Gervelins vont mettre un peu de côté l'alpinisme, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rabattre plus sur les thermes. Et toute cette clientèle touristique différente, plus les alpinistes, mais plutôt les curistes, quoi. Alors les promeneurs de l'époque se moquent un peu de la situation en disant qu'à Chamonix, c'est les gens musclés, bronzés, en forme, et à Saint-Gervais, c'est les gens blancs, souffreteux, qui viennent au terme pour se refaire une santé. Donc de 1786 à 1815, donc c'est la période un peu terne pour l'alpinisme à Saint-Gervais. C'est le creux de la vague, c'est la traversée du désert. Et c'est un Autrichien, enfin c'est un Allemand plutôt, c'est un baron allemand, Franz Ludwig von Welden, qui est originaire du Bade-Württemberg et qui combat dans les armées impériales autrichiennes contre Napoléon pendant les guerres du Premier Empire. Alors il est passionné de montagne et c'est un artilleur en fait. Il est général de l'artillerie, notamment pour combattre le général Murat en Italie. Et comme souvent les artilleurs, ils sont très forts en cartographie. Les archéologues qui ont fouillé à Alésia pour Napoléon III étaient des artilleurs à l'origine. Et donc lui, un artilleur, il va se passionner notamment pour la cartographie. Et il a réalisé il a fait des grandes avancées, notamment dans le Mont Rose. Et là, il se passionne pour le Mont Blanc. Et à la chute du Premier Empire, à la chute de Napoléon, donc il se rend à Saint-Gervais et il relance un petit peu l'idée de gravir le Mont Blanc depuis Bionasset. Alors déjà parce que le versant chamonniat est devenu une classique et il y a une démarche un peu sportive et de découverte de trouver quelque chose de nouveau. Donc il engage 5 guides du Val-Montjoie, 3 de Saint-Gervais, 2 des Contamines, et ils partent de Bionasset. Tout se passe bien, mais l'expédition prend un peu de temps. Ils arrivent à 19 h au sommet de l'aiguille du Goutet. Et donc là, bon, ils ne sont pas inquiétés, ils ont prévu, ils ont emmené des bâches, et ils décident donc de creuser des grands trous dans la neige et de bivouaquer en haut de l'aiguille du Goutet. Et donc c'est le premier bivouac au sommet de l'aiguille du Goutet. Et l'idée était de repartir le lendemain pour pouvoir faire l'ascension du Mont Blanc. Et en fait, ils passent vraiment une mauvaise nuit. Il fait trop froid, l'équipement n'est pas adapté, ils n'ont pas l'équipement d'aujourd'hui. Donc le matin, ils vont faire demi-tour. Donc le baron sonne la retraite. Et la retraite va se dérouler sur le glacier de Tacona. Donc ils vont descendre versant Chamonix. Et c'est la première traversée de l'aiguille du Goutet. Voilà. Donc ils ont quand même fait une première, même s'ils n'ont pas respecté leur plan d'origine. Donc ce baron redonne un petit peu de vigueur à l'alpinisme saint-gervelin, et notamment au tourisme. Et c'est Nicolas Genoroux, un aubergiste de Saint-Gervais, qui a l'idée, lui, de relancer déjà l'itinéraire
la volonté de grimper depuis Saint-Gervais au sommet du Mont Blanc, mais pas sous un aspect sportif, plutôt sous un aspect commercial. Il a vu qu'à Chamonix, les écoutait en fait beaucoup d'argent et que le village s'est développé notamment grâce à l'ascension du Mont Blanc, que les guides travaillent bien et il a l'idée de se dire qu'on peut capter une partie de cette clientèle sur Saint-Gervais. Donc pour ça, il faut un camp de base, il faut un point de départ et il faut aussi un itinéraire pour accéder au sommet du Mont Blanc. Donc en 1818, il va construire un petit pavillon à Bellevue et l'idée, c'est d'avoir un point de départ pour tenter le Mont Blanc depuis Saint-Gervais. Donc très bon commerçant, il va faire une campagne de pub dans les journaux de l'époque, des affiches, il va engager des guides et il va communiquer et notamment il va mentir en affirmant que les guides de Saint-Gervais ont réussi à faire l'ascension du Mont Blanc depuis son établissement en une journée et donc que les touristes peuvent venir et que c'est possible d'aller au sommet du Mont Blanc depuis Bellevue en une journée avec les guides de Saint-Gervais. En 1820, donc, Joseph Hamel, le conseiller du tsar en Russie, qui est aussi passionné d'alpinisme, donc apprend l'existence de ce pavillon de Bellevue et il décide de s'y rendre et à son tour il engage des guides à Saint-Gervais et il décide de tenter l'ascension avec les guides. Donc les deux guides François Pérou et Maurice Mollard l'encadrent et l'ascension est un échec, ça se passe très mal. Déjà parce que pour l'instant le Mont Blanc n'a pas été vaincu depuis Saint-Gervais et puis en plus le conseiller du tsar est pas en grande forme physique mais a un fort caractère et il rentre de nuit au refuge, donc au pavillon de Bellevue. Et donc du coup, le conseiller du tsar est vexé, il s'en prend à l'aubergiste, s'ensuit toute une discussion et l'aubergiste est démasqué, on se rend compte qu'il a menti et ça se passe très mal et c'est une affaire, donc il y a un conflit entre Hamel et Roux et les guides de Saint-Gervais qui va aller jusque devant le juge Mage de Montjoie, donc c'est le responsable de la justice dans la vallée. Et aussi un peu plus loin, donc il y aura toute une procédure judiciaire qui va continuer de discréditer donc, les guides de Saint-Gervais, Nicolas Genoroux et son pavillon de Bellevue, et aussi l'itinéraire de Saint-Gervais. Donc suite à cet échec depuis Bellevue, le docteur Hamel il va se rendre à Chamonix, 1820, et là il va engager des guides chamoniards pour partir sur l'itinéraire des Grands Mulets. Et c'est la fameuse première catastrophe au sommet du Mont Blanc. Donc, pour faire simple, fort caractère, Joseph Hamel, rapport social un peu différent à l'époque entre les guides et leurs clients. Les guides arrivent, je crois, au niveau des Grands Mulets. Les conditions en neige sont très mauvaises et ils décident d'arrêter, de stopper la caravane et le guide-chef décide de faire demi-tour. Mais le docteur Hamel fait pression sur les guides et bon gré mal gré, la caravane continue à avancer et donc ils sont tous pris dans une avalanche et les trois guides décèdent. Catastrophe à Chamonix, dans tout le royaume de Piémont-Sardaigne parce qu'à l'époque la vallée de Chamonix et la Savoie ne fait pas partie de la France. Il y a un grand émoi, donc il y a vraiment début de la presse, donc on en parle beaucoup, donc ça touche les gens. Donc le roi de Piémont-Sardaigne décide de verser une pension aux familles et conseille aux chamoniards de s'organiser en corporation. Et c'est cet accident donc, qui va donner naissance à la Compagnie des guides de Chamonix en 1821, qui est la première structure française et mondiale de guides de montagne. Notamment autour d'un pilier fort qui s'appelle la caisse de secours, qui va être créé pour aider les familles des guides décédés et qui va être le point de départ donc, de l'aventure de la Compagnie des guides de Chamonix qui fête ses 200 ans cette année. Donc du coup difficile
pour Saint-Gervais donc, de se faire une place dans le milieu de l'alpinisme. Chamonix s'organise en 1821 en compagnie des guides, structure donc les différents itinéraires, notamment avec la découverte du Montanvert, tout ce qui est l'organisation muletière, découverte de la mer de glace, et l'ascension du Mont Blanc, donc plus alpin, avec le tour de rôle, le premier tour de rôle de guide en France, qui permet d'attribuer aux clients des guides pour faire l'ascension du Mont Blanc. Donc c'est toujours Chamonix qui est à la manœuvre, et c'est toujours Savoie qui est la classique de l'époque. À l'époque, à Saint-Gervais, il n'y a toujours pas de compagnie des guides, mais il y a des guides qui ne sont pas structurés. Il existe une sorte de petit bureau des guides qui a été organisé par Joseph-Auguste Octenier et qui propose quelques ascensions, mais la voie royale n'est toujours pas ouverte. Et c'est lui, alors on n'a pas de preuve très formelle qu'il ait réussi l'ascension du Mont Blanc, du moins la première depuis Saint-Gervais, mais on a retrouvé des lettres d'anglais qu'il avait engagées en 1855 et qui disent qu'il a déjà été 5 fois au sommet. Donc on pense que dans les années 1853 à 1854, la voie royale, donc l'itinéraire du Mont Blanc depuis Saint-Gervais par l'Aiguille du Goutet, a été ouverte par Joseph-Auguste Octenier, qui était guide-chef à l'époque et qui est un des fondateurs de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Mais on a des preuves qui sont assez faibles pour l'instant. Peut-être qu'on retrouvera des documents à l'avenir qui nous permettront justement d'étayer cette thèse. Donc officiellement, on est obligé de dire que ce sont les Anglais. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc le révérend Charles Hudson et Shirley Kennedy sont compagnons de cordée qui en 1855 donc, vont réussir l'ascension depuis Bionasset. Ils vont aller dormir au Mont Lachat, je crois, et ils vont faire l'ascension. Alors eux disent sans guide, c'est ce que l'histoire va retenir. Bon, les guides les ont accompagnés jusqu'à Vallaux quand même, hein, donc ils vont faire la fin sans guide. Mais alors du coup, ils font une ascension qui est différente de l'itinéraire d'aujourd'hui. Ils vont buter au pied de l'arête des Bosses, qu'ils ne vont pas vouloir escalader. Donc ils vont descendre pour rejoindre l'itinéraire de Chamonix, le mur de la côte, pour accéder au sommet du Mont Blanc. Donc la première ne s'est pas faite au fil des arêtes en ligne droite. Donc c'est en 1859 que le révérend Charles Hudson va revenir faire l'ascension du Mont Blanc et il va descendre l'arête des Bosses. Donc il va prouver que c'est possible de cheminer sur cette arête. Et l'intégrale vraiment classique que l'on connaît aujourd'hui, c'est 1861. Donc Francis Fox Tuckett et Leslie Stephen qui vont réaliser l'intégrale de la voie royale, donc en passant par Tétrousse, l'Aiguille du Goutet, le Dôme du Goutet, les Rochers Vallaux, l'arrêt des Bosses et le sommet du Mont Blanc, l'itinéraire qui est devenu la classique aujourd'hui. Donc ces Anglais qui sont de très bons alpinistes sont encadrés par des guides suisses. Et en plus d'être de très bons alpinistes, ils sont des très bons communicants. Et en rentrant au Royaume-Uni, l'alpinisme est à la mode à l'époque là-bas, ils vont parler dans les milieux bourgeois de l'époque de cet itinéraire de Saint-Gervais qui est selon eux beaucoup plus intéressant que l'itinéraire de Chamonix parce qu'il emprunte une ligne de crête alors que l'itinéraire de Chamonix emprunte plutôt des glaciers. Et c'est eux qui vont mettre un petit peu à la mode donc la voie qu'on va nommer voie royale, hein, parce qu'on surnommait à l'époque le Mont Blanc le monarque des Alpes. Et donc la clientèle britannique va doucement basculer de Chamonix à Saint-Gervais. Et c'est ce qui va pousser donc, notamment Joseph-Auguste Octenier et les guides de Saint-Gervais donc, à créer la Compagnie des guides dans les années 1864, qui va être donc la fondation de la Compagnie des guides de Saint-Gervais, deuxième compagnie des guides en France. Donc la voie royale devient à la mode et les guides de Saint-Gervais vont commencer à l'équiper. Et donc le premier refuge va être construit en 1858. Donc c'est un petit peu le mot de la fin, voilà, la première cabane de l'Aiguille du Goutet. Ils vont réaliser, les guides de Saint-Gervais vont faire 60 portages pour montrer les planches, tous les matériaux.
Et donc le premier refuge du goûter va être une cabane de 6 places à peu près, avec un poêle, une table qui se rabat. Et donc ça va sonner un petit peu le départ de l'alpinisme à Saint-Gervais, de l'alpinisme touristique et des premières ascensions du Mont Blanc depuis ce refuge du goûter. Voilà, bah, je vous remercie. Je vais pas m'étendre. Je ne sais pas si j'ai été long ou pas, mais je voulais un petit peu rappeler donc ces différents faits sur l'histoire de l'alpinisme à Saint-Gervais et donc montrer en fait que ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place cet itinéraire qui aujourd'hui nous paraît classique et qui est l'itinéraire le plus fréquenté en France hein, ou même dans le monde. Hein. C'est un itinéraire qui accueille 30 000 personnes par été et qui donne beaucoup de fil à retordre aux guides. Donc je voulais montrer un petit peu qu'il avait été difficile de le trouver et aujourd'hui ça nous paraît évident mais qu'à l'époque c'était un vrai exploit.